Bonjour mes chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé ce petit cours en audio pour revenir sur la rose de Lyrie. Dans les feuilles que je vous ai distribuées, on est à la page 5. On vient de parler de l'école de Palo Alto et de la systémique, l'approche systémique. Et là maintenant, on envisage une autre approche, c'est celle qu'on appelle la rose de Lyrie. Et je vais répondre avec vous à 5 questions. De quoi s'agit-il? Qui a inventé cette grille d'analyse? Quelles sont les deux dimensions principales des relations interpersonnelles? Quels sont les deux types de relations possibles entre les membres d'un groupe? Et quels sont les avantages de cette grille? Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Comme je l'ai dit, la rose de Lyrie, c'est une grille d'analyse, une grille de lecture des relations qui peuvent exister au sein d'un groupe. En fait, de manière fondamentale, la rose de Lyrie, c'est ce qu'on appelle un modèle, une représentation, un schéma, une échelle dans un sens, qui permet de quantifier ou de classifier les différentes attitudes au sein d'un groupe. Alors, si vous tapez rose de Lyrie sur Google, rose de Lyrie entre guillemets, vous allez avoir pas mal de résultats, 595 résultats, et vous allez voir que c'est surtout des managers, des gens qui sont dans le monde de l'entreprise, qui utilisent la rose de Lyrie comme un outil pour comprendre l'attitude d'un patron, les collègues, comment faire pour que les gens soient mieux satisfaits sur leur lieu de travail, dans leur manière de travailler. On l'utilise dans la formation en entreprise. Dans un des résultats sur Google, on voit qu'on peut l'utiliser aussi pour profiler les participants lors d'une réunion, toujours dans le domaine de l'entreprise. Mais sur Google, vous obtiendrez beaucoup plus de résultats si vous tapez circonflexe interpersonnel. Là, on est à 5860 résultats. Parce qu'en fait, circonflexe interpersonnel, c'est le nom scientifique qu'on donne à la rose de Lyrie. Et alors, si vous tapez le mot en anglais, je vais essayer de le dire avec l'accent, interpersonal circumflex, je ne sais pas ce que vous pensez de mon anglais, mais bon, alors là c'est le jackpot, vous obtenez 163 000 résultats. On comprend donc qu'il est plus connu sous son nom scientifique et surtout dans le monde anglophone. Donc, comme je vous l'ai dit, ce circonflexe interpersonnel, cette rose de Lyrie, ou on l'appelle aussi la roue de Lyrie, eh bien c'est une représentation. Dans vos feuilles à la page 5, vous avez plusieurs illustrations, j'en ai mis 6. À chaque fois, c'est le même schéma, la rose de Lyrie. On va regarder en particulier la première illustration. Vous voyez qu'elle reprend différentes étiquettes. Il y a le chef, le sous-courant, l'affilié, le dépendant, le retiré, le contestataire, le compétitif et l'agressif. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, chacune de ces étiquettes renvoie à un comportement, à une attitude au sein d'un groupe. Vous voyez aussi que le schéma est de forme circulaire, donc il a la forme d'un cercle, et il est divisé en différents quartiers. On va revenir ensuite à ces différents axes. Maintenant, on peut répondre à la deuxième question. Qui a inventé cette grille d'analyse, ce schéma? Pour commencer, il faut faire un peu d'histoire. La psychologie est une science très jeune, même si déjà dans l'Antiquité, les savants et notamment les philosophes s'intéressaient à ce qui se passe dans nos pensées, les phénomènes mentaux. Ce n'est qu'à partir de la fin du 19e siècle que la psychologie devient une branche scientifique à part entière. La psychologie s'est développée tout au long du XXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale, une branche particulière de la psychologie sociale, s'est beaucoup développée aussi pour comprendre comment les gens interagissent dans les situations sociales, comment les individus se comportent quand ils sont en groupe. Alors vous connaissez déjà les noms de Milgram avec son expérience sur l'obéissance, Zimbardo avec l'expérience de la prison de Stanford. Alors le grand rêve des psychologues durant le XXe siècle, c'est d'arriver à créer ce qu'on appelle des taxonomies ou des taxonomies, on peut dire les deux, un peu comme dans les sciences naturelles où on regroupe les différents organismes vivants selon leur espèce, et de les identifier, de les nommer, les classer au moyen de certains critères. Et donc les psychologues voulaient arriver à faire ça avec les gens. Ils créaient des grands tableaux pour voir, tiens, un tel est plutôt extraverti, l'autre est introverti, un tel est agréable, lui il est consciencieux, lui il est plutôt intellectuel, optimiste ou pessimiste, agressif ou pacifique. Et ça ressemble un peu aux 5 factions de divergentes. Avec les érudits, les audacieux, les sincères, les fraternels et les altruistes. Et tout cela nous amène aux travaux d'un psychologue américain qui s'appelle Timothy Leary. Il est né en 1920
et il est mort en 1996. Leary étudie la psychologie et il obtient son doctorat de psychologue à l'université de Berkeley. Et dans les années 50, il fait des recherches pour la fondation Kaiser. Donc c'est une organisation qui s'occupe de tout ce qui touche à la santé. Et donc j'imagine elle a reçu une bourse pour faire des recherches. Et il finit par publier un livre en 1957, Le diagnostic interpersonnel de la personnalité. Le livre est récompensé. Timothy Leary devient professeur et conférencier à Harvard. Et dans les années 60, il fait des expériences sur les effets psychologiques des hallucinogènes, notamment le LSD, une drogue très puissante. Leary est renvoyé de Harvard après avoir expérimenté des drogues hallucinogènes, non seulement sur lui-même, mais aussi sur ses étudiants. Voilà le genre de déclaration qu'il fait dans les années 60. But when you take LSD and your conscience expanded, the number of possibilities and the number of perspectives dramatically multiplies, and then you're in real ontological confusion. That's why we always have urged people, don't take LSD unless you're very well prepared, unless you're specifically prepared to go out of your mind. Don't take it unless you have someone that's very experienced with you to guide you through it. And don't take it unless you are ready to have your perspective on yourself and life dramatically changed, because you're going to be a different person and you should be ready to face this possibility. Vous comprenez qu'il a perdu tout crédit dans le monde scientifique, et pendant longtemps, toutes ses recherches sur la personnalité et sur les relations interpersonnelles ont souffert de cette mauvaise réputation. Mais malgré tout, le modèle de Leary a survécu, et depuis une quarantaine d'années, il se développe même, il y a de plus en plus de recherches et de papiers scientifiques qui sont écrits sur ce modèle-là. Maintenant, on peut répondre à la troisième question. Quelles sont les deux dimensions principales des relations interpersonnelles ? Plutôt que d'utiliser une échelle un peu simple avec juste deux pôles opposés comme la plupart des psychologues l'ont fait, plutôt que de faire un grand tableau avec tout plein de traits de personnalité, Leary va utiliser un cercle. Dans ce diagramme que Timothy Leary a utilisé, vous voyez qu'il y a deux opposés, tout en haut quelqu'un qui dirige et tout en bas quelqu'un qui se soumet. Donc on a un premier axe, une première dimension qui correspond au contrôle. Ensuite, il y a un deuxième axe, un deuxième mécanisme, avec à gauche quelqu'un qui condamne et à droite quelqu'un qui approuve. Et donc ce deuxième axe, on peut dire qu'il correspond à l'affection ou à la non-affection. Alors par la suite, ce schéma va être développé, affiné, et ça donne un résultat comme ça. Donc vous avez le cercle, le premier axe, l'axe vertical, qui met en relief, qui met en lumière l'assertivité, donc le fait d'être capable de s'affirmer, d'exercer le contrôle sur les autres, alors que de l'autre côté, on va plutôt se soumettre à ce que les autres veulent. Alors en anglais, on appelle aussi cet axe-là l'axe agency, parce qu'on agit sur les autres, on a un impact sur les autres. Alors l'axe horizontal, on l'appelle aussi l'axe de compassion, parce que plus on est à droite, plus on a un niveau élevé de compassion pour les autres, et on veut prendre soin d'eux. Tandis que de l'autre côté, on est plutôt froid, on ne fait pas attention aux autres, on est assez indifférent. Dans ce schéma, on peut garder les quatre grands pôles, chaleureux, à droite, tout en haut quelqu'un qui a de l'assurance, tout à gauche quelqu'un qui est froid, et tout en bas quelqu'un qui est soumis. L'illustration que vous avez dans vos feuilles à la page 5, l'axe du contrôle est partagé entre actif tout en haut et non actif tout en bas. L'axe horizontal, l'axe de la coopération ou de la compassion, c'est contre tout à gauche et pour tout à droite. Alors on va regarder les autres illustrations ensemble pour bien comprendre. Dans la deuxième illustration, c'est partagé entre autorité et subordination, donc le fait d'être soumis, et à l'horizontale entre opposition et coopération. Dans la troisième illustration, c'est partagé entre actif et passif, entre quelqu'un qui pense en je, pense à lui d'abord, ou qui pense en nous. Ces deux axes éclairent les grandes questions qui se posent quand on entre en relation avec les autres. D'abord l'axe vertical, qui a le dessus? Qui va exercer le pouvoir? Qui influence l'autre? Qui prend l'initiative de la conversation? Et l'axe horizontal, est-ce que la personne qui est devant moi est plutôt... est-ce que c'est quelqu'un de sympa ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un de méfiant, de froid ou d'hostile, quelqu'un qui est antipathique? On verra ensuite que c'est un des avantages de ce schéma, c'est que tous nos comportements peuvent être situés sur ces deux axes. Quand on est en groupe, chacun d'entre nous, on va avoir une attitude qui se situe quelque part entre 0 et 20, 0 et moins 20, sur l'axe du contrôle
et l'axe de la compassion. Quand vous avez fait le test de la rose de Léry, c'est comme ça que vous avez eu un résultat qui se situe quelque part dans ce schéma. On peut regarder ensemble à nouveau la première illustration que vous avez dans le cours, parce qu'il y a différents exemples. Alors vous voyez que quelqu'un qui a un résultat élevé sur l'axe du contrôle et qui est positif sur l'axe de la compassion, par exemple, il peut avoir l'étiquette de chef. Alors le chef, par exemple, propose une journée d'excursion. Il propose une idée, une action, une façon de faire, il prend l'initiative et il développe la force du groupe. Quelqu'un qui a un niveau un peu moins élevé sur l'axe du contrôle, mais qui est très à droite sur l'axe de la compassion, peut être appelé le secourant, et il dit « Oh oui, magnifique, une journée en pleine nature, avec les familles et un pique-nique », il appuie la proposition, il la renforce et il l'amplifie éventuellement. Ensuite, on passe à l'autre pôle, le pôle non actif. Mais on est toujours on est toujours ouvert aux autres. Et on a l'affilié. C'est pas mal, pourquoi pas, si vous avez besoin de moi, il acquiesce et il suivra quand on lui demandera. Ensuite, une position encore un peu plus passive, c'est le dépendant. Si cela se fait, oui, je suis là s'il le faut. Il entend et le groupe pourra compter sur sa présence. Ensuite, on est toujours du côté non actif, mais maintenant du côté contre. Et on a le retiré. Je ne me sens pas concerné. Abonné absent. Il démissionne. Le groupe ne doit pas compter sur lui. Ensuite, on a le contestataire. Je vous vois venir. Et ce sera toujours le même petit groupe d'amis. Il rejette en bloc les idées émises. Ça n'en vaut pas la peine. On repasse du côté actif, mais toujours du côté contre. On a le compétitif. Et moi, je propose d'organiser plutôt une activité à la fête du village. Il fait une contre-proposition, il fait valoir une autre idée. Ensuite, on a l'agressif qui a un résultat élevé sur l'axe du contrôle, mais négatif sur l'axe de la compassion. Donc il est plutôt méfiant, replié sur lui-même. Et voilà ce que l'agressif peut dire. Je ne suis pas d'accord, il n'y aura personne, une journée c'est trop et la date est mal choisie. Il s'oppose à la proposition en mettant en évidence tel ou tel argument. Dans les résultats que vous avez obtenus au test que vous avez fait en ligne sur le site Psychomédia, vous voyez que vous avez à chaque fois, vous avez le cercle avec les deux axes principaux et aussi des diagonales. Donc vous avez une espèce de forme bleue qui représente l'orientation de votre personnalité selon ce test. Et puis vous avez un point. Ce point-là est un mélange de votre position sur l'axe du contrôle et sur l'axe de la compassion. Dès que vous vous éloignez un peu du centre, c'est un trait de personnalité qui est assez fort. Donc si vous êtes un petit peu à droite, ça veut dire que vous faites très attention aux autres. Et si vous êtes un peu à gauche, au contraire, c'est que vous êtes plutôt méfiant et vous préférez rester discret, rester peut-être même dans votre coin, on peut dire. Dans les résultats des élèves, c'est vraiment très très rare qu'il y ait des personnes qui se situent à gauche. La plupart du temps, peut-être en particulier à votre âge, on fait très attention aux autres. Et sur l'axe vertical, dès que vous êtes un tout petit peu au-dessus de la ligne d'horizon, c'est que vous avez une personnalité plutôt pour prendre le dessus. Et quand vous êtes en dessous, ça veut dire que vous préférez, là aussi, rester plutôt discret, ne pas prendre d'initiative et plutôt suivre les autres. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va facilement prendre la parole pour donner une direction au groupe. Donc voilà pour répondre à la troisième question. On a l'axe vertical, l'axe du contrôle, et l'axe horizontal, l'axe de la coopération ou de la compassion. Alors ensuite, quatrième question. Quels sont les deux types de relations possibles entre membres d'un groupe ? Une chose qui est intéressante avec la rose de Léry, c'est qu'on voit que tous les comportements vont provoquer, susciter d'autres comportements. Chaque attitude qu'on voit dans le circonflexe invite une attitude qui lui est soit complémentaire, donc différente et qui vient la compléter, soit identique. Et c'est ça les deux types de relations. Il y a des relations symétriques d'abord, et puis des relations complémentaires. Alors, une relation symétrique, c'est quand un comportement d'un certain secteur, donc par exemple un comportement dominant ou agressif, engendre un comportement similaire. Donc un autre comportement qui est lui aussi dominant ou agressif. C'est une relation symétrique parce qu'elle entraîne le même comportement. À côté de ça, on a aussi des relations complémentaires. C'est quand un comportement provoque une attitude qui est différente. Par exemple, quand quelqu'un a une attitude dominante ou agressive et qui entraîne quelqu'un d'autre à avoir une attitude de soumission ou de rébellion, là on pourra dire que c'est une relation ou une interaction complémentaire.
Les études ont démontré que les relations symétriques les plus fréquentes, c'est quand quelqu'un a une attitude positive et qui provoque les autres à avoir une attitude positive aussi. Par exemple, un secourant qui va entraîner les autres à avoir cette même attitude de secourant. Ou un dépendant, quelqu'un qui est passif mais qui est plutôt bienveillant, et qui entraîne les autres à être passifs aussi, mais plutôt bienveillants. Dans le domaine du contre, eh bien, on peut avoir quelqu'un qui est agressif, qui va amener les autres à prendre cette même position, ou quelqu'un qui est compétitif, qui va aussi amener les autres à avoir cette même position. Et dans le cas des relations complémentaires, eh bien, on voit que quelqu'un qui a une attitude dominatrice, de chef, il va amener les autres à avoir une attitude plutôt passive d'affilié ou de dépendant. Et côté négatif aussi, quelqu'un qui a une attitude agressive va susciter des attitudes compétitives, contestataires ou retirées. Autrement dit, quelqu'un qui a un comportement qui est plutôt à droite, un comportement avec, qui favorise la coopération, il engendre la plupart du temps un comportement avec de l'autre. Et au contraire, un comportement contre engendre la plupart du temps un autre comportement contre. C'est comme ça, vous avez peut-être déjà fait cette expérience, que dans un groupe, on peut avoir une dynamique qui est vraiment positive, tout le monde a envie d'aider, il y en a qui sont plus actifs et d'autres moins, mais tout le monde est plutôt orienté vers la réalisation de la tâche, dans la bonne humeur, et tout le monde s'implique. Et puis parfois dans un groupe, au contraire, on a une dynamique qui est vraiment pourrie, il n'y a personne qui a envie de travailler, chaque fois que quelqu'un donne une idée, il y a quelqu'un d'autre qui propose une autre idée, ou qui critique l'idée qui a été émise, et il y a une mauvaise ambiance dans le groupe. Donc voilà pour les deux types de relations possibles, relations symétriques et relations complémentaires. 5e question, quels sont les avantages de cette grille ? Alors tout d'abord, la rose de l'iris, c'est un modèle qui est très simple. On part de 2 grands axes, l'axe du contrôle, l'axe de la coopération, et autour de ces 2 grands axes vont s'articuler toute une série de comportements très différents les uns des autres, et tous ces comportements sont un certain dosage de pouvoir et de coopération. Le deuxième avantage de la rose de l'iris, c'est qu'elle montre que les comportements s'influencent entre eux. Et quand on l'utilise intelligemment, on peut apprendre à prédire le comportement de quelqu'un dans sa relation avec les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que certains comportements vont créer certaines réactions. Un 3e avantage de la rose de l'iris, c'est qu'elle nous montre qu'un comportement qui est équilibré, qui est sain, une personnalité qui est saine, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les extrêmes, mais quelqu'un qui est plutôt au centre. Donc si quand vous avez fait le test, vous avez un résultat assez centré, eh bien c'est plutôt bon signe. Alors je voudrais faire plusieurs remarques par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est plus à gauche ou plus vers le haut qu'on est une mauvaise personne en fait. C'est un peu notre manière de fonctionner avec les autres. Quand on a un résultat dans les extrêmes, ça veut pas dire qu'on est forcément méchant, mais ça peut rendre les relations assez difficiles. Alors je vous ai raconté que pendant plusieurs années, je faisais une expérience assez cruelle avec les élèves. Je les répartissais en différents groupes et je choisissais soigneusement quels allaient être les membres des différents groupes pour justement amener des personnalités où ça allait créer des étincelles et des situations intéressantes. Et dans chaque groupe, il y avait un élève qui devait faire un rapport et voir comment les décisions allaient être prises. Les autres membres du groupe ne le savaient pas du tout. Et je dois dire que pendant toutes ces années, les élèves qui étaient un peu les espions, entre guillemets, ils ont toujours vraiment bien fait leur travail parce qu'ils ont pas été percés à jour. Et donc les autres pensaient que voilà, le but du travail, c'était de réaliser une affiche sur une organisation humanitaire. Et donc ils devaient se mettre d'accord ensemble. Et le premier rendez-vous du groupe, donc je leur donnais quelques minutes pendant plusieurs semaines en classe pour travailler ensemble. Lors de leur premier rendez-vous, déjà ils devaient choisir une organisation. Ils avaient tous fait des recherches de leur côté et là ils devaient se mettre d'accord. J'avais constitué un groupe avec plusieurs élèves d'une classe. Dans un des groupes, il y avait une fille très dynamique, très sympa. Je pense qu'elle était animatrice dans un groupe de scouts, donc elle avait l'habitude de prendre les choses en main et était appréciée par tout le monde. Et je vous propose de l'appeler Justine pour l'exemple que je vous donne. Et donc dès le moment où ils se sont réunis, le premier rendez-vous qu'ils avaient en classe consistait à choisir de quelle association ils allaient parler. Ils avaient tous fait des recherches de leur côté et donc ils devaient se mettre d'accord. Et c'est l'organisation de Justine qui a été choisie, et puis à partir de ce moment-là, c'est elle qui a pris les choses en main, qui a assumé le leadership,
C'est elle qui parlait le plus fort, le plus vite. Elle était quasiment d'ailleurs la seule à parler. Elle proposait un maximum d'idées et les autres étaient d'accord. C'était vraiment pas méchant de sa part. Elle voulait juste que le travail avance. Elle était motivée. Et je pense que les autres étaient très contents qu'elle prenne les choses en main. Mais une fois que tout le monde avait rendu l'affiche, et d'ailleurs ils ont eu des beaux points pour leur affiche, ce groupe-là, j'ai lu le rapport de mon espion. Dans le groupe, il y avait une autre jeune fille, on va l'appeler Jeanne, et elle faisait un rapport. Et donc j'ai lu le rapport de Jeanne devant tout le monde, et à ce moment-là, j'ai vu Justine qui fondait en larmes, parce qu'elle s'était vraiment pas rendue compte qu'elle était très directive, peut-être même quelque part autoritaire, mais il n'y avait rien de méchant dans son attitude, c'était juste sa manière de fonctionner, le groupe était très content de ça, mais quand tout à coup elle a eu le miroir de son comportement, ça a été vraiment assez douloureux pour elle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de faire cette expérience par la suite, parce qu'à plusieurs reprises, il y a des élèves qui ont pleuré, c'était devenu trop compliqué. C'était vraiment trop cruel. Ça m'interpelle également parce que dans notre société, on demande aux gens d'avoir un niveau élevé sur l'axe du contrôle. Il faut que les gens aient de l'assurance, qu'ils soient capables de s'affirmer, d'affirmer leurs idées, de convaincre les autres. Quand vous faites un entretien d'embauche dans une entreprise, eh bien on vous demande d'être assertif, d'être quasiment capable d'imposer vos idées et d'être très actif. On demande aussi aux gens d'avoir un score très positif sur l'axe de la coopération, donc d'être très ouvert aux autres, d'être très sociable, de savoir entrer en contact facilement avec les gens. Et dans un sens, la Rose de Lyrie nous dit que c'est peut-être pas une bonne chose justement d'avoir des résultats un peu extrêmes comme ça. C'est mieux d'être quelqu'un qui est paisible et quelqu'un qui est équilibré. En fait, au plus on s'éloigne du centre, au plus on a des traits de personnalité forts qui peuvent être un problème pour nous-mêmes et qui peuvent blesser les autres. Par exemple, quelqu'un qui a un résultat très élevé sur l'axe de la coopération, donc un résultat très à droite, eh bien, il fait tellement attention aux autres qu'il finit par ne plus même oser partager ses idées. Il va faire partager les idées et l'appréciation des autres avant ce que lui pense. Il va quelque part dépendre de l'approbation des autres. Donc voilà pour les avantages de cette grille. Vous vous dites sûrement que le comportement qu'on a dans un groupe va pas forcément être identique dans un autre groupe ou à un autre moment de notre vie. Et c'est pas tout à fait faux. Mais en même temps, le résultat que vous obtenez à ce test de la Rose de Lyrie, le circonflexe interpersonnel, eh bien ça met en relief quelque chose d'assez profond dans votre personnalité, dans votre identité, quelque chose qui ne change pas. Donc peut-être il peut y avoir des petites variations, mais si fondamentalement vous êtes quelqu'un qui est plutôt non actif, eh bien dans l'un ou l'autre groupe, vous n'allez pas tout à coup changer radicalement de personnalité. C'est sûr qu'en fonction du contexte, on peut être amené à agir différemment, mais au fond de nous, voilà, on est plutôt en bas ou en haut, plutôt à droite ou à gauche. J'ai trouvé un petit texte qui explique bien ça, vous l'avez à la page 6 de votre cours. Donc ce petit texte répond à la question « Peut-on changer un comportement ?» Je vous propose qu'on le lise ensemble pour terminer. Est-ce que quelqu'un peut réellement adapter son comportement ? Eh bien oui, on peut effectivement changer un comportement. La plasticité de notre cerveau nous rend capables d'apprendre toute notre vie durant. Malheureusement, de nombreuses formations, ainsi que des modèles de compétences, visent souvent à changer des caractéristiques de la personnalité qui sont précisément très stables. On désigne souvent ces caractéristiques de la personnalité par l'intitulé « The Big Five », les 5 dimensions de base de notre personnalité. La stabilité émotionnelle, l'ouverture d'esprit, l'extraversion, l'altruisme et la rigueur. Entre parenthèses, en anglais, ces 5 grandes dimensions, c'est ce qu'on appelle le Big Five, ça donne l'acronyme Océan, Ocean. On peut continuer le texte. En général, avec une bonne formation, les gens arrivent à mieux maîtriser leurs émotions, ce qui les fait paraître davantage extravertis. Mais les autres caractéristiques de la personnalité du Big Five sont particulièrement difficiles à changer. Aussi existe-t-il de nombreuses preuves que la personnalité est en premier lieu une donnée biologique, au même titre que la taille du corps, la couleur de la peau ou des yeux. Donc vous voyez les études qui viennent pour confirmer ça. Mais le fait que notre personnalité soit une donnée biologique ne nous empêche pas d'apprendre à adapter notre comportement. Tout comme l'exercice nous permet de développer nos muscles, nous pouvons également développer notre comportement en exerçant notre cerveau. Autrement dit, on peut faire des formations pour
pour être plus assertif, avoir plus d'assurance, pour être plus à l'aise dans un groupe, pour arriver plus facilement à entrer en contact avec les autres. Mais quelque part, notre identité, ce qu'on est au fond de nous, ça ne change pas fondamentalement. Si on est quelqu'un de plutôt discret, d'introverti, eh bien, on peut faire des efforts, mais on sera toujours quelqu'un profondément discret et introverti. Alors voilà pour la rose de Liry. Donc pour plusieurs d'entre vous, c'était un rappel. Pour certains, c'est quelque chose qu'on avait tout juste commencé ou qu'on allait faire. Alors si vous voulez prolonger ça, je vous ai mis 2 textes à la page 6. Il y a un texte intitulé « Hiérarchie chez les rats » qui raconte une expérience menée en France, et puis une autre expérience qui a été faite avec des programmes informatiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, et donc je reviendrai vers vous pour vous expliquer ce qu'on va faire avec la pièce de théâtre Huis clos. Voilà, à très bientôt.